C'est le projet Mycophyto, comment revitaliser nos sols. Donc, c'est une start-up Mycophyto spécialisée dans la biotechnologie, axée sur la revitalisation des sols par une mycorhisation ciblée. Donc, j'invite Madame Justine Ipema, fondatrice et présidente de cette entreprise, à venir me rejoindre. Donc, bonjour Justine. Je peux parler fort sinon, mais bonjour. Justine, j'ai une première question. Comment vous est venue l'idée de la création de cette start-up aux solutions biologiques innovantes ? Alors en fait, l'idée, elle est je ne sais pas exactement à quel moment elle est apparue. Je sais comment elle s'est installée et comment elle est devenue complètement à prendre toute la place dans mon cerveau jusqu'à le créer. Mais en fait, moi, j'ai fait un... je ne suis pas non plus... On va revenir sur les « je ne suis pas ». Donc, alors moi, pas du tout viticultrice. Par contre, j'ai fait un lycée agricole et assez rapidement, je me suis intéressée aux questions d'agronomie au sens large. Ensuite, j'ai choisi plutôt un parcours universitaire. Moi, je suis docteur en microbiologie, donc je me suis fascinée par ce monde invisible. Et à la suite de ma thèse, donc moi aussi, comme Marc-André Sellos, je m'intéressais plutôt au mariage heureux. Donc j'ai travaillé plutôt sur les symbioses et j'ai voulu faire le pont entre les deux en fait et me dire bon, la génération de connaissances c'est bien, c'est important, c'est primordial, il faut comprendre les choses pour les préserver, mais qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a généré cette connaissance, comment on l'utilise et comment elle arrive jusqu'à un agriculteur. Et du coup, de manière assez naturelle finalement est venue l'idée de l'entrepreneuriat pour faire ce pont. Alors justement, vous allez nous expliquer comment Mycophyto agit pour augmenter la qualité de nos sols ainsi que nos rendements. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, est-ce que j'arrive ? Oui, parfait. Bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner la chance de pouvoir vous présenter aujourd'hui un petit peu Mycophyto. Et puis surtout, je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qu'on va vous présenter ensuite avec Constance et Fabien. Sur un exemple ici même, finalement, à ce château Sainte-Roseline, où on a pu expérimenter, essayer de comprendre le rôle que pouvaient avoir des champignons mycorhiziens sur une culture de vigne. Alors Mycophyto, donc, nous, notre mission, alors on en a beaucoup parlé ce matin, c'est effectivement de travailler sur cette vie des sols, d'arriver à optimiser sa place, son action, pour en tirer un maximum de bénéfices. Notre idée, c'est que... vous le savez sûrement, mais 95% de notre alimentation provient des sols. Donc si on veut préserver au-delà de votre activité agricole l'ensemble des activités agricoles, et puis si on veut continuer à avoir une souveraineté alimentaire, il faut préserver ces sols, puisque sinon ça va être compliqué. Et donc notre idée, c'était de dire il faut qu'on puisse nourrir les sols pour que les sols en retour puissent nous nourrir. Et donc c'est ça l'idée. C'est de travailler avec un prisme particulier, je l'ai dit dès le départ, je partage le même amour que Marc-André des champignons mycorhiziens. Alors pourquoi, ça je ne sais pas trop, mais en tout cas, ils sont assez fascinants quand même. Donc c'est ce prisme-là qu'on a pris pour travailler sur cette revitalisation des sols. Alors nous, on est assez jeunes, on n'a pas les 30 années d'expérience de Célesta Lab, que j'ai suivi d'ailleurs avant de créer Mycophyto. Je suivais ce qui s'y passait et ça a été une source d'inspiration aussi dans mon projet de création. Donc nous, on a été créé en 2017, pas très loin d'ici, puisqu'on est une spin-off de l'INRAE, de Sophia Antipolis et de l'Université Côte d'Azur. Et donc, vous le voyez avec notre parcours, on est une équipe assez scientifique initialement, qui aujourd'hui s'est étoffée. Si vous souhaitez dans la journée échanger, on a Jean-Nicolas qui est présent aujourd'hui, qui est plutôt sur la partie développement de projets de collaboration sur différentes filières et notamment la vigne. Et puis Grégory, qui lui fait partie de notre équipe R&D, donc plutôt tournée sur la génération de connaissances, encore elle, sur ces champignons. Et donc pour ma part, comme je l'ai dit, moi je suis microbiologiste de formation initiale. Je ne vais pas revenir sur cette notion de vie des sols, je pense qu'on l'a bien exposé ce matin et je le ferai sûrement moins bien, donc je ne vais pas y passer trop de temps, mais juste rappeler que même si on a un quart de notre biodiversité terrestre qui finalement est présente dans les sols, ça reste une grande inconnue. Ça reste un endroit où on a beaucoup de mal à connaître les organismes qui y sont présents. Alors grâce à de nombreux travaux de recherche, notamment ce qui a été fait, comme on l'a dit, avec l'INRAE de Dijon et cet atlas, on a enfin pu mieux connaître ces sols.
Mais il y a encore certains organismes qu'on a du mal à connaître, à comprendre, en particulier ces champignons mycorhiziens. Finalement, on n'a qu'une estimation de la diversité de ces espèces, mais on ne les connaît que très peu. Et voilà, on estime, alors ce chiffre varie. Aujourd'hui, on est autour des 300 espèces qui sont estimées, mais on ne connaît pas bien cette biodiversité. Et on a toujours du mal à préserver ce qu'on ne connaît pas. Donc, ce n'est pas forcément simple. Et la génération de connaissances sur ces organismes est aussi assez limitée, ce qui rend difficile leur utilisation. Et pourtant, ils ont des rôles qui sont très divers et assez importants. Alors, je l'ai dit, nous, on est jeunes, mais alors, la recherche sur cette association, sur cette symbiose, elle est maintenant depuis plusieurs décennies. Elle est assez importante. Ils ont été décryptés, essayer de comprendre quelle était la communication, comment se faisaient ces échanges, qu'est-ce qu'ils apportaient. Donc on a vu que ces champignons mycorhiziens, ici on les a vulgairement représentés en rose sur ce schéma, ils sont capables de s'associer avec les racines des plantes et ils vont développer tout un réseau qui va permettre à la plante d'aller explorer un champ beaucoup plus important que ce qu'elle serait capable de faire à portée de ses racines. Et donc, ils ont été décrits avec plusieurs intérêts différents, notamment d'aller capter des éléments nutritifs de manière plus efficace aussi que ce que ferait la plante juste au niveau de ses poils absorbants. Ils sont bourrés de canaux, donc ils vont être capables de capter, d'assimiler de manière plus rapide. Ils ont été aussi capables de montrer un enjeu sur le sujet de la rétention d'eau dont on parlait, à la fois par des galeries qui sont creusées, mais aussi par un rôle de certaines protéines qui sont sécrétées. Ça va avoir aussi un jeu de biostructurant pour les sols, puisqu'ils vont permettre à la plante de mieux s'ancrer. Justement, ils vont plutôt, pousser à ce qu'il y ait une exploration aussi racinaire. Vous le verrez sur certaines plantes qu'on a travaillées, on voit vraiment cet impact sur le développement racinaire. Et donc, voilà, ce sont donc des biostimulants, des bioprotectants. On a aussi un volet où on a pu remarquer dans certains cas un boost de l'immunité globale de la plante. Alors, on ne sait pas toujours exactement le mécanisme de protection qu'il y a derrière, mais en tout cas, on a vu des effets un peu de relationnel entre des niveaux d'infection et des implantations de champignons mycorhiziens. Donc voilà, donc finalement, c'était une symbiose qui est assez décrite dans la littérature scientifique, qui est de plus en plus connue, pour laquelle on trouve déjà depuis quelques dizaines d'années des solutions sur le commerce à destination des pépiniéristes, mais aussi pour du champ. Et ce qui nous a frappé, ce qui m'a frappé en particulier, c'était l'écart qu'il y avait entre l'impact mesuré avec des solutions, des produits accessibles à base de mycorhizes et les résultats scientifiques qu'on avait. Et donc on s'est dit, mais comment ça se fait qu'il y a un écart aussi important qui a fait que ces produits, une fois sortis, ont été assez rapidement boudés? Qu'est-ce qui fait cet écart finalement si fort entre les deux? Pour nous, une partie de la réponse, et pas que pour nous d'ailleurs, parce que là aussi, c'est des choses qui sont maintenant assez bien décrites dans la littérature, c'est un sujet de clé et de serrure un petit peu. C'est-à-dire qu'on a majoritairement une espèce qui est à la base d'à peu près tous les produits qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce. Cette espèce, alors maintenant qu'on dit qu'elle est aussi très présente partout, mais est-ce qu'elle est très présente parce qu'on l'a beaucoup inoculée ou ça, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, on n'utilise pas du tout le potentiel de cette biodiversité de champignons et pourtant, on l'a vu, les sols sont différents. On a vu les sujets de pH, de texture. Et donc, on voit bien que la vie aussi, la signature d'une vie doit être différente d'un terroir à un autre, d'un endroit à un autre. Ça ne peut pas être que la physico-chimie qui change, c'est aussi certainement la vie. Et donc, l'innovation qu'on a développée chez Mycophyto, c'est d'essayer de travailler sur l'utilisation de ce potentiel de biodiversité et donc d'aller rechercher quelles seraient les espèces, et surtout les espèces au pluriel, puisqu'on n'a jamais trouvé une seule espèce, en tout cas, nous, dans nos analyses de sol, on a toujours une diversité d'espèces de 5 jusqu'à 15, 20 qui sont détectées. Et donc, on travaille plutôt sur des cocktails qui vont être les plus adaptés à un contexte donné. Un contexte, on l'a vu, c'est un type de sol, c'est une plante, c'est un terroir. Et puis nous, alors on est basé sur Grasse, donc on travaille pas mal avec le secteur de la parfumerie. Et il faut savoir que, par exemple, en parfumerie, ils ont pu noter que quand on parle d'un terroir, ça impacte
jusqu'au produit fini, c'est-à-dire qu'ils savent sur certaines matières premières naturelles qu'ils ne vont pas avoir la même odeur en fait selon le lieu et le terroir dans lequel a été produite cette plante, et en particulier lié à la vie des sols qui est différent. Donc sur l'industrie de la parfumerie, ils ont fait tout le lien entre les deux. Et donc pour faire ça, on a développé 3 piliers technologiques, une partie de prédiction pour arriver à la fois à prédire et à comprendre aussi ce qu'on voit à partir de données climatiques, de sol, les données de plantes, de microbiologie des sols, pour savoir finalement quelles devraient être les espèces les plus adaptées à un endroit donné. Bon, une fois qu'on sait lesquelles il faut apporter, encore faut-il les avoir. Et donc vous voyez ces champignons, vous avez une petite photo ici. Donc là, vous voyez les spores de champignons et une racine qui a été un petit peu colonisée. Donc on a une banque, donc une collection de ces champignons pour être capable ensuite de les produire et de les formuler. Et donc le 3e de nos piliers, c'est d'arriver à produire ces champignons mycorhiziens. Donc nous, nos usines, ce sont des fermes dans lesquelles on va venir amplifier et activer ces champignons pour ensuite pouvoir développer différents types de formulations qui vont intégrer cette biodiversité. Et donc voilà, donc ce qu'on travaille, c'est vraiment des aspects. Donc soit on peut sur des filières qu'on maîtrise pas ou des zones qu'on connaît pas, on va vraiment aller sur une phase d'audit déjà pour comprendre d'où on part, avec différents aspects d'analyse de sol et d'analyse microbienne. Alors nous, on garde toujours notre prisme de champignons mycorhiziens, on est un peu obsessionnel sur le sujet, mais ça nous intéresse parce que ce sont des espèces pionnières. Et quand eux s'installent, un écosystème va pouvoir aussi se développer autour d'eux. Donc on regarde des indicateurs de biodiversité en différentes espèces de champignons mycorhiziens présentes, leur niveau d'activité aussi, parce que ce n'est pas le tout que les spores soient là. Si elles sont inactives, malheureusement, elles ne vont pas apporter énormément. Donc de voir quel est le niveau d'activité et la diversité présente. Et puis ensuite, on va développer donc, des poudres, des granules qui vont intégrer une diversité d'espèces pour répondre aux enjeux. On a aussi développé différentes façons de quantifier les impacts. Alors, ce qui est compliqué quand on travaille sur une solution microbiologique, c'est que finalement, c'est compliqué de voir si elle est là ou pas. En tout cas, on ne peut pas le voir simplement à l'œil nu. Il faut donc réaliser des mesures pour valider finalement que la symbiose a bien été mise en place. Donc, je vous montre juste très rapidement quelques exemples sur d'autres filières. Et puis, bien sûr, on va s'attarder ensuite et parler sur le projet Mycovigne. Donc, on a travaillé différentes cultures. Je vous présente ici des travaux qui ont été menés dans des instituts de référence sur les filières. Vous voyez, la tomate, je vous parlais de l'impact sur le développement racinaire. Il est assez marqué sur cette tomate. Et sur des travaux qu'on a menés avec l'Astre d'Or, on a eu des augmentations de rendement avec aussi une diminution des engrais. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en réduisant les engrais et en apportant cette solution, il y a plus de rendement qu'avec 100% des engrais. Et puis on a travaillé sur différentes fleurs à destination de la parfumerie et des arômes. Et puis également la fraise, sur laquelle ce qui était intéressant aussi, c'était l'impact gustatif qu'on a pu avoir sur cette fraise. Donc on joue sur les deux métabolismes de la plante. Alors sur la vigne, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vraiment finalement valoriser une biodiversité des sols qui est là, on l'a dit, mais qui a besoin d'un petit coup de boost pour effectivement gagner du temps sur quelque chose qui pourrait se faire de manière naturelle, mais qui prendrait beaucoup de temps. L'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des adaptations à, on l'a dit, qui est inévitable et qui arrive, qui est déjà bien présent, c'est ce changement climatique, et notamment d'essayer de proposer des solutions pour s'adapter à ça, et de maintenir la typicité des terroirs, en fait. Donc sur la vigne, on est capable de travailler, on a différents types de projets, sur de la vigne en place, sur des nouvelles cultures, sur de la complantation aussi, puisqu'il y a d'autres enjeux de compétition, en particulier au moment de la complantation. Et puis, il y en a encore une qui n'est pas mentionnée ici, qui est au niveau de la pépinière. On travaille aussi sur le fait de générer des plants plus robustes dès le départ. Et donc, alors nous, on n'a pas encore exploré l'Alsace. On travaille plutôt sur la partie Cognac, Bordeaux, Provence, Languedoc et Bourgogne, avec l'INRAE de Dijon en particulier. Et donc aujourd'hui, on voulait vous parler un peu plus précisément d'un projet qu'on a lancé en 2020 maintenant. L'idée de ce projet, c'était vraiment de se poser la question de manière très ouverte. Est-ce que finalement, de travailler sur une optimisation de la mycorhisation adaptée, on peut avoir un impact ou pas. Finalement, d'essayer de générer de la connaissance à partager à la filière pour voir ce qu'on était capable de faire avec ça.
Et donc, c'était pour nous un de nos premiers projets sur la vigne. Ceux que je vous ai montrés ensuite sont un peu plus récents. Et celui-ci, on a la chance, du coup, maintenant d'avoir 2 années de mesures qui ont été faites. Et donc, pour en parler, j'invite Constance à me rejoindre donc, du Centre du Rosé. Et puis Fabien également donc, du Château Sainte-Roseline. Et donc, l'idée de ce projet, c'était aussi de réunir finalement une équipe de choc pour répondre à cette question et d'essayer de monter un partenariat donc avec le Château Sainte-Roseline qui a tout de suite accepté de faire notre cobaye finalement. On a un peu l'impression quand on en parle, mais qui était déjà bien lancé dans ces sujets-là au sens large et qui nous paraissait être une bonne cible quand on a monté ce projet avec l'équipe du Centre du Rosé, avec Gilles Masson et Constance. Et puis on a pu avoir le soutien du Crédit Agricole et de la Caisse régionale Provence-Côte d'Azur pour pouvoir mener tout ça. Donc ce projet, il s'est déroulé de la façon suivante. Donc il a démarré, comme je l'ai dit, en 2020 par toute une phase d'audit de parcelles, de compréhension de l'état initial, d'où on partait. On a eu ensuite des différentes années de mesures, la mise en place de la solution en 2021 et la validation de sa mise en place, et puis des suivis microbiologiques, hydriques, agronomiques et œnologiques qui ont été menés sur 2 campagnes de récolte 2022 et 2023. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter un petit peu les mesures expérimentales qui ont été mises en place. Donc, comme l'a dit Justine, sur le millésime 2022 et 2023. Donc, on a tout d'abord analysé les données climatiques pour caractériser le millésime. Un suivi microbiologique donc, qui a été réalisé par Mycophyto, notamment sur le taux de mycorhisation. Le suivi hydrique a été réalisé donc, par nos soins, avec des mesures au champ, la chambre à pression, la méthode des APEX, ou encore l'analyse du delta C13. Ensuite, on a fait un suivi agronomique. Donc, on a évalué les rendements, on a fait des analyses pétiolaires, de sarments. On a également évalué la vigueur. Et puis, tous les raisins ont été mini-vinifiés au Centre du Rosé. On a pu évaluer la qualité donc, des mous et des vins en fin de fermentation alcoolique. Et puis, ces vins ont été dégustés par un jury d'experts et on a fait également des analyses assez fines sur les arômes. Donc, pour vous immerger un petit peu dans l'essai et dans la parcelle, donc, vous avez une vue satellite. Je vous rassure, il y a des rangs de vignes, on ne les voit pas forcément ici, mais ils étaient bien présents. Donc, on a 2 modalités. Une modalité témoin qu'on compare à une modalité mycorhizée. Donc, on a 100 pieds de vigne qui sont observés et qui sont répartis sur 4 rangs, donc on a 25 pieds sur chaque rangée. Vous voyez au milieu, il y a une zone tampon, donc sans modalité, c'est une zone qui nous permet d'éviter toute contamination d'une modalité à une autre. Donc si on regarde un petit peu en détail les résultats, donc notamment les données climatiques, donc je pense que vous vous rappelez des 2 derniers millésimes, mais ça va être important pour analyser et interpréter les résultats par la suite. Donc le millésime 2022, il a été marqué par une sécheresse qui était importante. Donc c'est le graphique qui est en haut à gauche. Donc vous voyez, on a moins 40% de pluviométrie si on compare 2022 aux 4 derniers millésimes, donc 2018 à 2021. Et puis on avait des températures qui étaient extrêmement chaudes. On avait entre plus 2 et plus 4 degrés en température maximale par rapport aux 4 derniers millésimes. Le millésime 2023, lui, on l'a comparé au millésime 2022, donc c'est les 2 graphiques du bas. Donc en termes de précipitations, le cumul des précipitations en fait, entre 2022 et 2023, il est identique, mais la répartition des pluies, elle est différente. Je vous ai encadré sur le graphique en bas à gauche les mois de mai et de juin. En fait, au mois de mai, en 2023, on a eu 5 fois plus de pluie qu'en 2022. Et au mois de juin, c'était 2 fois plus de pluie qu'en 2022. Ensuite, sur les températures, en 2023, on était sur des températures qui étaient légèrement inférieures à celles de 2022, notamment pendant la période estivale. Voilà, simplement ce petit flash sur le millésime qui va être important pour la suite. Oui, pour la partie microbiologique, donc nous l'objectif, donc vous l'aurez compris, on n'était pas sur un terrain sur lequel il n'y avait pas du tout de mycorhisation, hein, mais l'idée c'était de comparer une condition de témoin sur laquelle il n'y a pas d'apport supplémentaire qui a été fait en mycorhize par rapport à une condition où on a fait cet apport de mycorhisation. Donc pour faire ça, on a regardé à la fois la fréquence de mycorhisation, donc on l'a regardé aussi en termes de durabilité,
Parce que la question, c'était donc il faut intégrer que donc, sur ces 2 années de mesure, l'application a été menée qu'une seule fois. Et ensuite, ça a été suivi sur 2 saisons. Et donc, c'était de voir quelle était sa durabilité et si ça s'était bien implanté ou pas. Donc là, ce qu'on a pu valider, c'était que ça s'est bien implanté. Et en plus, on a bien eu cette durabilité sur l'année 2023. Donc maintenant, on rentre un petit peu en détail dans les différents suivis. Donc tout d'abord, le suivi hydrique. On a installé des sondes tensiométriques donc sous les rangs de vigne au niveau des ceps. Et donc ces sondes tensiométriques, elles nous rendent compte d'une tension. La tension, c'est en fait la force que doit exercer la racine pour extraire l'eau du sol. Donc au plus la tension est forte, au moins il y a d'eau disponible pour la plante dans le sol. Donc sur le graphique que vous avez sous les yeux, vous avez en noir la modalité témoin et en bleu la modalité mycorhizée. On se rend compte qu'à chaque fois, la modalité témoin a une tension qui est supérieure à la modalité mycorhizée. On a donc une meilleure disponibilité en eau pour la modalité mycorhizée en comparaison à la modalité témoin. Un deuxième indicateur qui a été suivi, donc, c'est le potentiel hydrique foliaire de base. Donc, c'est une mesure qu'on aime bien faire parce qu'elle se fait la nuit avant la levée du jour. Donc, c'est une mesure de référence qui se fait à l'aide d'une chambre à pression. Et donc, ce potentiel hydrique foliaire de base, au plus il est négatif, au plus la contrainte hydrique est forte. Donc, sur le graphique, vous avez différentes bandes de couleurs. Donc, quand vous êtes dans la zone bleue, il y a une absence de contrainte hydrique. Puis, au plus vous descendez, vous rapprochez de la zone orange, orange foncé, vous êtes dans une contrainte hydrique qui est forte. Donc, sur le graphique, vous avez les 2 modalités. En bleu, la modalité témoin, en orange, la modalité mycorhizée. Donc, en 2022, on se rend compte que la modalité mycorhizée, elle a maintenu un statut hydrique, un état hydrique plus confortable en comparaison avec la modalité témoin. Donc juste à la fin, donc vous voyez les 2 courbes qui se rejoignent. En fait, c'est le tour d'eau d'irrigation et puis la pluie du mois d'août qui a permis de rééquilibrer les états hydriques. Si on regarde maintenant le millésime 2023, donc pour nos 2 modalités, on a quand même une contrainte hydrique qui est plus légère. Donc là, ça fait écho aussi au millésime avec des pluies qui étaient plus importantes au mois de mai et de juin. Donc des statuts hydriques qui sont des contraintes hydriques qui sont plus légères. Et donc moins de différence entre nos 2 modalités. Enfin, dernier indicateur pour le suivi hydrique, c'est le delta C13. Le delta C13, c'est une mesure qu'on fait sur les sucres du mou, donc une fois qu'on a vinifié nos raisins. Et cette mesure, elle permet d'évaluer la contrainte hydrique donc, qui est subie par la vigne au cours de la phase de maturation. Donc là, on a les mêmes résultats. En tout cas, cette mesure, elle confirme les résultats qu'on avait sur nos relevés avec la chambre à pression. Donc à gauche, vous avez le millésime 2022, à droite, le millésime 2023. Donc on a bien pour 2022 une contrainte hydrique qui est plus importante pour la modalité témoin, avec en comparaison à la modalité mycorhizée, une classe de contrainte hydrique qui est différente. Alors qu'en 2023, on a une moindre contrainte hydrique sur les 2 modalités et des écarts qui sont moins importants. Donc à ce stade, sur le suivi hydrique, ce qu'on peut dire, c'est que les bénéfices en fait, de la mycorhisation, ils sont visibles notamment en situation de contrainte hydrique qui est marquée pour la plante. Donc en fait, la mycorhisation, elle a quand même permis, donc, dans notre contexte d'étude, à la plante de maintenir un statut hydrique qui était plus confortable. C'est un petit peu comme si on faisait du vélo électrique. On ne va pas mettre l'assistance électrique, par exemple, dans une descente ou sur le plan. On la met quand on en a besoin en montée, par exemple. Ensuite, en termes de suivi agronomique, donc 2 paramètres que je vais vous présenter ici. Tout d'abord, la vigueur. Donc, la vigueur, elle a été mesurée par la pesée des bois de taille. Donc, elle se fait à l'issue du millésime. Donc là, pour le millésime 2022, c'était en 2023. On n'a pas de différence significative sur ce paramètre entre nos 2 modalités. Vous avez là le nombre de sarments et le poids d'un sarment. En revanche, on a des différences sur le rendement. Donc, un paramètre qui vous intéresse tous. Donc, le rendement, il est mesuré, donc c'est un poids par cep avec 2 composantes. Il y a le nombre de grappes d'un côté et puis le poids d'une grappe. Donc en 2022, on a, si on compare donc toujours notre modalité témoin à la modalité mycorhizée, bleu témoin, orange mycorhizé. Donc en 2022, le rendement à la récolte en poids par cep, il est plus élevé pour la modalité mycorhizée. On note là un rendement qui est quand même bien plus élevé. On a plus 45% pour notre modalité mycorhizée. Et cette différence est due au poids d'une grappe puisqu'on a un nombre de grappes qui est identique. Pour 2023,
On n'a pas de différence significative en termes de poids par cep. On a une simple tendance à plus 10%, qui elle aussi est expliquée par le poids d'une grappe. Donc on a maintenu en fait le comportement agronomique de la plante mycorhizée, donc notamment en cas de contrainte hydrique qui était modérée. Et donc le paramètre agronomique du rendement a été également favorisé. Ensuite, une fois que ces raisins ont été mini-vinifiés, on a suivi donc, les paramètres œnologiques, donc notamment la qualité des vins en fin de fermentation alcoolique. Donc là, croyez-moi sur parole, mais les cinétiques de fermentation étaient identiques. En termes de titre alcoométrique volumique, on avait plus 0,5 pour la modalité mycorhizée, pas de différence sur les acidités totales et pas d'impact sur les paramètres de la couleur, que ce soit l'intensité colorante ou les couleurs du référentiel syllabe. Ensuite, donc, et pour terminer, donc le suivi organoleptique. Donc ces vins, ils ont été soumis à la dégustation pour savoir s'il y avait des différences qui étaient perceptibles entre nos deux modalités. Donc ce qu'on a réalisé, c'est un test discriminatif, c'est un test triangulaire. Et donc à l'issue de ce test triangulaire, on n'a pas de différence significative entre nos deux modalités, donc les vins ne sont pas perçus comme différents. Voilà, et là simplement, je vois que le temps est compté. Donc simplement sur l'analyse des composés aromatiques, pareil, on a réalisé une analyse assez fine sur les arômes variétaux ou les arômes fermentaires, pas de différence significative sur ces paramètres-là. Ouais, et du coup, je pense que c'était important qu'on puisse avoir aussi donc le retour de Fabien concernant le château Sainte-Roseline sur ce projet qui a été mené. Est-ce que ça a permis de répondre à certaines questions et qu'est-ce que ça... Je pense que l'idée aussi, c'était qu'on termine par ouvrir aussi sur les perspectives qu'il y a à la suite de cette première phase. Alors, je vais revenir un petit peu 5 ou 6 ans en arrière où on a commencé à se poser des questions sur nos pratiques culturelles. Et dans ce cadre-là, on a commencé par faire un diag de sol. On s'est aperçu effectivement qu'on avait des taux de matière organique très faibles, comme la plupart des vignobles de Provence. Et en parallèle, une activité biologique aussi pas suffisamment importante. Et on a commencé à s'intéresser à comment faire en sorte. Alors pour la partie matière organique, c'est relativement facile. Pour la partie activité des sols, un peu plus compliqué. Donc on a mis en place un certain nombre de solutions en test. Et quand Mycophyto est venu nous voir pour nous parler de mycorhize, ça nous a tout de suite intéressés. Parce que la symbiose entre le champignon et la racine est relativement bien connue. Je vais faire référence, comme le faisait tout à l'heure, j'ai oublié son prénom, mais au Thibaut, voilà, au manuel des collégiens où il est démontré que l'association mycorhize-racine permet d'avoir une croissance du végétal beaucoup plus importante qu'un plant qui n'est pas mycorhizé. Donc, ce qui nous intéressait, c'est de mieux comprendre quels étaient les impacts de cette mycorhisation sur un plant de vigne et de voir un petit peu comme c'est en quelque sorte une collaboration gagnant-gagnant, de voir ce que effectivement le champignon apportait au plant de vigne, mais également ce que le plant de vigne devait apporter en contrepartie aux champignons pour pouvoir se développer. Et donc on est plutôt assez satisfait puisque les premiers résultats sont assez encourageants. Alors ce n'est pas une solution miracle, hein. Comme je vous disais, c'est un panel parmi les choses que l'on teste, mais par contre on a vraiment des résultats concrets. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est la phase 2, parce qu'au départ on s'est engagé, Justine en a parlé, pour la partie complantation aussi, parce que je pense qu'on est tous concernés avec des plants complantés qui malheureusement ne résistent pas. Donc là, on peut penser que le fait de mycorhizer un plant qui va être entre lui deux plants beaucoup plus anciens avec des systèmes racinaires beaucoup plus développés, potentiellement on peut dire que ce petit plant mycorhizé va mieux se développer. Et la deuxième partie, c'est sur le niveau de maintien de nos rendements et l'apport lié au stress hydrique que l'on connaît tous. Parce que là, nous, on ne réfléchit plus à comment irriguer nos parcelles, parce qu'on imagine que dans les années à venir, on n'aura plus accès à l'eau, ou en tout cas, quand on a accès, ça sera sur des périodes pas forcément favorables au végétal. Donc le fait de mycorhizer les plants peut aussi apporter une solution, mais comme je dis, parmi d'autres, dans le bouquet de solutions qu'on essaie de mettre en place. Voilà. Et donc juste pour finir, donc, il y a une deuxième phase du projet qui est en train d'être lancée, sur laquelle on va non seulement on va étendre aussi le nombre d'unités testées, puisque là c'était un premier test qui était lancé donc, sur un nombre de plants qui a été décrite par Constance. Et donc là l'idée c'est de se positionner maintenant sur une unité qui est celle de l'hectare,
donc de travailler sur un nombre de plans beaucoup plus important, et aussi de travailler avec d'autres terroirs et donc d'autres châteaux pour voir comment ça se répercute à d'autres. Donc voilà, le projet est en train de se mettre en place et donc on est en train de chercher 2 autres châteaux pour venir rejoindre cette aventure et ce partenariat. Le message est passé. Je vous invite à... merci beaucoup à tous les 3.